Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, un enseignement pas comme les autres? Le génocide des Juifs européens est inscrit dans les programmes officiels des collèges et des lycées depuis 1988 dans le cadre de l'étude de la Seconde Guerre mondiale. Cet enseignement est porté dans un premier temps par une double injonction, mémorielle et civique. Souvenons-nous pour que plus jamais ça. Aussi 2007 page 5. Elle semble alors faire l'objet d'un consensus dans les champs politiques et institutionnels et se situer dans l'héritage des Lumières, érigeant la connaissance comme un rempart contre le fanatisme et l'intolérance, censé protéger les sociétés démocratiques pacifiées de toute nouvelle tentation de décivilisation et de déconstruction. Mais au début des années 2000, un renversement de conjoncture s'observe, Ernst 2008 page 55. La transmission scolaire de la Shoah ne va pas de soi. Cet enseignement est perçu comme un enseignement difficile, un enseignement pas comme les autres, Corbel et Falaise page 45, un enseignement qui fait crise, Drahi 2015a, susceptible de déréguler les pratiques de classe. Des professeurs exerçant dans des établissements des quartiers populaires témoignent de résistance, de réticence, évoquent le surgissement imprévisible de questionnements inattendus, de phénomènes fortement désorganisateurs de la vie de classe. Les difficultés de l'enseignement de la Shoah deviennent alors un objet de recherche et de réflexion pédagogique. En témoigne la constitution d'une équipe de travail et d'expertise au sein de l'Institut national de recherche pédagogique, INRP, et l'organisation d'un atelier de réflexion sur cette question lors du premier colloque professionnel consacré à l'enseignement des questions socialement vives en histoire et géographie, Thenard-Duvivier 2008. De même, une enquête par questionnaire réalisée par l'Association des professeurs d'histoire-géographie, APHG, parue en 2003, confirme l'émergence durant cette période d'une préoccupation professionnelle concernant ces difficultés. C'est dans ce mouvement qu'est né le projet de recherche doctorale portant précisément sur l'expérience de l'enseignement de la Shoah en France, par des professeurs de collège et de lycée. La revue de littérature réalisée au début du projet en 2008 montrait que la majorité des travaux disponibles sur cette question relevaient de réflexions d'historiens, de philosophes et de formateurs et visaient bien souvent à établir des recommandations ou des préconisations plus qu'à proposer des résultats de recherche sur les pratiques professionnelles. Une première enquête à caractère scientifique publiée par l'INRP, Corbel et Falaise 2003, est menée hors du monde académique et universitaire et provient des milieux de l'enseignement et de la formation. Dans le champ de la recherche académique toutefois, une enquête sociologique de Michel Viviorca, 2005, porte sur le renouveau de l'antisémitisme en France et ses manifestations dans l'espace scolaire, notamment pendant le cours sur la Shoah. Plus largement, on peut mettre aussi en relation la question de l'enseignement de la Shoah avec d'autres travaux qui ne lui sont pas directement consacrés mais qui analysent l'approche des questions sensibles dans la classe et qui se rattachent au champ des recherches en didactique sur le traitement scolaire des questions socialement vives, QSV. Selon Alain Legardet 2006, une question socialement vive se caractérise par 3 critères. Il s'agit d'une question vive pour la société en tant qu'elle suscite débat et controverse dans l'espace public. Elle est vive dans les savoirs de référence, engendrant également la controverse entre spécialistes des champs disciplinaires et experts des champs professionnels. Enfin, son traitement médiatique fait que la majorité des acteurs scolaires en ont une connaissance, même si cette dernière est souvent approximative voire erronée. Les effets du surgissement de la question socialement vive, dans la classe sont répertoriés. Une manifestation imprévisible de phénomènes qui désorganisent le système, remise en question des pratiques de l'enseignant, de la gestion de sa classe, de son rapport aux élèves, de son rapport à la science de référence. Il peut certes sembler discutable d'aborder l'enseignement de la Shoah à partir de la notion de QSV, car il n'existe pas de controverse majeure dans le champ de la production des savoirs savants et sur les contenus disciplinaires à enseigner. On peut cependant considérer que des débats au sein des champs scientifiques et professionnels existent, au début de la recherche, quant aux résistances observées à cet enseignement. Plusieurs raisons sont ainsi avancées pour expliquer ces résistances. Bancel, Blanchard et Lemaire, 2005 page 10, évoquent la concurrence des victimes, qui serait un des symptômes d'un retour du refoulé, à savoir de la longue occultation en France de la fracture coloniale et de son corollaire la question postcoloniale.
Pour Benjamin Stora 2005, page 64, la concurrence intercommunautaire des mémoires résulterait entre autres d'un déficit de reconnaissance mémorielle et institutionnelle jusqu'aux années 1990, de la guerre d'Algérie et de certains pans de l'histoire coloniale qui se trouvent en amont. L'APHG, FAN 2003, parle d'une transposition dans les classes du conflit israélo-palestinien, assimilée souvent à tort à de l'antisémitisme. Enfin Viviorca, 2005, décrit un nouvel antisémitisme porté par la montée de l'islamisme radical et mondialisé par les réseaux sociaux dont le cours sur la Shoah peut être un point d'ancrage. Pour cet auteur, l'école publique n'a pas réussi à édifier un rempart contre cette nouvelle forme d'intolérance qui se manifeste notamment, pendant le cours sur la Shoah, par la désinhibition de propos antisémites pouvant aller jusqu'à l'expression devant le professeur, de l'apologie du génocide des Juifs d'Europe, Ibidem, page 404. Notre objet de recherche se rattache également aux travaux sur les QSV en tant qu'enseignement à risque, Le Gardé 2006, page 25. Risque pour le professeur du fait de la confrontation du savoir scolaire avec le savoir social des élèves, susceptible de déréguler les pratiques de classe et de mettre l'enseignant en présence d'une demande de légitimation du savoir scolaire enseigné, Alp et Barth, 2013. On entend ici par savoir social, le savoir préalable des acteurs de l'école, porteur de représentation sociale, Le Gardé 2006, page 20. Le risque existerait aussi pour les élèves, qui doivent renoncer à ce savoir préalable souvent chargé affectivement et idéologiquement. Enseigner la Shoah relèverait donc de ces problématiques, et dans cet ouvrage on examine comment les enseignants du secondaire traitent cette question socialement vive. Cependant, à la différence des travaux en didactique, la recherche ne visait pas spécifiquement les contenus disciplinaires et les processus d'apprentissage à l'œuvre pendant le cours sur la Shoah, mais cherchait à saisir l'expérience de cet enseignement par des professeurs du secondaire. Au début de la période de recherche, il est admis dans le débat d'opinion et dans les controverses scientifiques que les difficultés surgiraient uniquement au sein des établissements des quartiers populaires. Mon expérience de professeur de français, exerçant dans un établissement accueillant une population socialement et culturellement diversifiée, m'amène à poser l'hypothèse que l'enseignement de la Shoah est un enseignement difficile en soi, susceptible de questionner les professeurs du secondaire sur leurs pratiques, quel que soit le terrain dans lequel ils exercent. Cette hypothèse permet aussi d'extraire l'objet de recherche de la controverse idéologique et sociale sur la recrudescence d'un courant antisémite en France, et sur ses manifestations sur la scène scolaire. En effet, ces manifestations étant perçues comme émanant majoritairement des populations musulmanes des quartiers populaires, certains s'inquiètent d'une stigmatisation des jeunes descendants d'immigrés de ces quartiers déjà fragilisés scolairement et socialement, alors que d'autres dénoncent une forme de déni devant la recrudescence en France d'un antisémitisme inquiétant devenu meurtrier pendant le temps de la recherche. Ainsi, sans nier les difficultés spécifiques aux quartiers populaires dont témoignent des enseignants interrogés, nous nous focalisons sur les stratégies éducatives qu'ils disent déployer pour enseigner la Shoah en dépit des difficultés rencontrées. 30 entretiens semi-directifs ont été conduits auprès de professeurs de collège et de lycée exerçant dans des établissements à recrutement social différencié, afin de saisir de l'intérieur des expériences qui jusqu'à cette recherche avaient été décrites essentiellement par des enquêtes par questionnaire et par des témoignages. Parallèlement au discours des interviewés, l'expérience de terrain de la chercheure praticienne est présentée sous la forme d'extraits de son journal de bord. La recherche ne visait donc pas à étudier les causes du surgissement des difficultés, ni à évaluer si l'enseignement de la Shoah aide à lutter contre l'antisémitisme, le racisme et l'intolérance, mais à apporter des réponses aux questions suivantes. Comment des professeurs du secondaire perçoivent-ils cet enseignement et ses difficultés en fonction du terrain sociologique dans lequel ils exercent? Quelles sont les stratégies pédagogiques et didactiques qu'ils déploient pour s'y confronter? Peut-on à partir de ces résultats, identifier différents styles d'enseignement? Peut-on dresser un profil de l'expertise professionnelle pour enseigner la Shoah, et une QSV en général? Dans une première partie, nous présentons les contextes sociétal et scolaires dans lesquels se sont inscrits la réflexion et le travail de recherche, 2008 à 2015. Une seconde partie présente l'état de la recherche et de la réflexion sur l'enseignement de la Shoah en France. Dans un troisième temps,
sont exposées successivement une réflexion sur la démarche de recherche et sur l'implication personnelle de la chercheur. La 4e et la 5e partie sont consacrées à l'analyse de contenu des entretiens. Les résultats font le point sur les difficultés que les enseignants interrogés rencontrent et sur les réponses éducatives, didactiques et pédagogiques qu'ils disent mettre en œuvre pour rendre possible un enseignement difficile. À partir de ces résultats, nous avons cherché à identifier des styles d'enseignement qui paraissent opportuns pour enseigner l'histoire de la Shoah de manière assurée, et nous avons mis en lumière les contours de l'expertise professionnelle pour enseigner la Shoah et les questions socialement vives en général. Partie 1. Contexte sociétal et scolaire de la recherche. Chapitre 1. Un contexte sociétal perturbé, 2008 à 2015. Il est d'usage d'évoquer l'interaction entre le chercheur, son terrain, ses lectures pendant le temps de l'enquête. Mais l'objet de recherche s'est trouvé régulièrement lié, directement ou par des thèmes contigus, à l'actualité vive durant le temps de la thèse, 2008 à 2015. Les résonances de cette actualité vive dans le débat d'opinion, sur la scène scolaire, qui est l'espace professionnel de la chercheure, et dans l'espace académique ont participé aussi au cheminement du travail de recherche. Il nous a semblé utile d'en rappeler les traits principaux. La recrudescence d'un nouvel antisémitisme porté par la poussée de l'islamisme radical mondialisé par les réseaux sociaux, l'émergence de revendications mémorielles en lien avec d'autres traumatismes historiques liés à l'histoire de France, traite transatlantique, histoire coloniale, guerre d'Algérie, enfin une réflexion critique parfois polémique quant aux effets pervers possibles de la saturation de la mémoire de la Shoah dans l'espace public. 1. Un nouvel antisémitisme en France ? La recrudescence des actes antisémites en France devenus meurtriers durant le temps de la recherche. La recrudescence des actes anti-juifs en France depuis les années 2000 est une donnée de ce contexte, en rupture avec la période de relative tranquillité des Juifs de France depuis 1945. Certes, certaines agressions et manifestations antisémites ont marqué les décennies de l'après-guerre jusqu'aux années 2000. Apparition des thèses négationnistes dans le débat public, 1978, attentat de la rue Copernic, 1980, attentat de la rue des Rosiers, 1982, profanation du cimetière juif de Carpentras, 1990. Mais à partir du début des années 2000, ces agressions s'inscrivent dans une continuité et une quotidienneté, graffiti, incendies, insultes, intimidations, agressions physiques. Les chiffres et analyses publiés par le rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, CNCDH, confirment l'augmentation des agressions antisémites depuis le début des années 2000 qui malgré quelques fluctuations ne sont jamais retombées en dessous de la barre des 100 agressions par an où elles se situaient avant cette période. Cette violence anti-juive semble être le fait des jeunes des quartiers populaires, et être liée au conflit israélo-palestinien. Michel Viviorca nuance cette analyse, 2005 page 24. Il constate que les chiffres de la violence antisémite en France, entre 2000 et 2004, se maintiennent à un niveau élevé sans être pour autant systématiquement déterminés par les soubresauts du conflit israélo-palestinien. En outre, les années pendant lesquelles cette recherche est menée sont marquées par des violences antisémites meurtrières, inédites depuis la guerre. Le meurtre d'Ilan Halimi 2006, l'assassinat par Mohamed Merah de 4 civils juifs dont 3 enfants à Toulouse, 2012, la tuerie du musée juif de Bruxelles par Mehdi Nemmouche, 2014, l'attentat meurtrier perpétré par Amédi Koulibaly contre les clients des apostrophes. Une supérette cachée à Paris, 2015. Dans les 3 derniers cas évoqués, les assassins se réclament explicitement de courants islamistes radicaux qui déclarent mener une guerre contre certaines cibles prioritaires dont les juifs. À la même période, on voit d'autres manifestations d'antisémitisme. Par exemple, le 26 janvier 2014, le collectif Jour de colère organise une manifestation où selon Robert Badinter pour la première fois depuis la fin de l'occupation, on entend hurler dans les rues de Paris « Dehors les Juifs ». En juillet 2014, des manifestations pro-palestiniennes dégénèrent en violence anti-juive à Sarcelles. Il faut citer aussi la popularité dans une partie de l'opinion des spectacles de Dieudonné. En effet, Dieudonné et dans son sillage Alain Soral, par le biais des médias numériques, exprime un antisémitisme outrancier et rassemble un courant d'opinion ayant en commun l'hostilité aux Juifs et à ce qu'il nomme le système.
Enfin, loin du consensus national antiraciste exprimé lors des manifestations de soutien qui ont suivi les attentats de la rue Copernic ou la profanation du cimetière de Carpentras, le débat d'opinion semble divisé entre ceux qui dénoncent le déni d'antisémitisme et ceux qui évoquent, pendant une partie du temps de la recherche, l'exagération, la paranoïa, ou s'inquiètent de l'atteinte à la liberté d'expression quand les spectacles de Dieudonné sont interdits. Une enquête sociologique du CADI Viviorca, 2005. En 2005, une équipe du Centre d'analyse et d'intervention sociologique, CADI, est constituée en vue de la première tentative en profondeur pour apprécier avec les outils et la rigueur des sciences sociales l'espace de l'antisémitisme dans la France d'aujourd'hui. Ibidem, page 15. Une enquête est menée sur la question du renouveau de l'antisémitisme en France. Michel Viviorca interroge notamment l'hypothèse de la nouvelle judéophobie. Taguieff, 2002. À l'antisémitisme porté traditionnellement par l'extrême droite succéderait une nouvelle judéophobie, émanant des populations maghrébines des banlieues défavorisées sur fond de conflits au Moyen-Orient et d'islamisme radical, qui toucherait aussi certaines sphères d'extrême gauche. L'équipe du CADI se fixe également pour objectif d'étudier l'émergence de l'antisémitisme à l'école et la capacité de l'institution scolaire à faire face à des défis nouveaux. L'enquête est menée à Roubaix, à Sarcelles, à Marseille, en Alsace, en prison, à l'université et dans l'institution scolaire. Michel Viviorca constate tout d'abord que l'analyse des chiffres et des statistiques officielles concernant les actes antisémites montre qu'au regard des agressions soumises à la justice, la violence antisémite est aujourd'hui un phénomène incontestable, encore qu'à ce jour non meurtrier, Ibidem, page 26. L'auteur invite toutefois en conclusion à éviter le double écueil de l'excès ou du défaut, Ibidem, page 442, qui a trop souvent caractérisé selon lui les prises de position dans le débat public au début des années 2000. L'antisémitisme actuel conjugue continuité et renouveau, constate l'enquête Ibidem, page 436. La continuité en fait un prolongement du vieil antijudaïsme chrétien et de l'antisémitisme moderne tel qu'il s'est cristallisé à la fin du XIXe siècle. L'enquête empirique dans les quartiers populaires montre la reprise récurrente quoique pas généralisée des thèmes classiques du pouvoir complotiste juif, en vue de dominer le monde. Mais ce nouvel antisémitisme sans juifs des quartiers populaires présente aussi des traits singuliers, et renverrait à la fois à des logiques mondiales et locales. D'un point de vue global, il est lié à la géopolitique du Proche-Orient et au conflit israélo-palestinien, à la poussée générale de l'islamisme radical, aux grandes migrations contemporaines, à la perception de la place des États-Unis dans le monde, à la compression du temps et de l'espace par les médias et Internet. Le juif est un juif imaginaire, rencontré par l'intermédiaire des médias. Les juifs sont assimilés aux Israéliens et aux Américains qui soutiennent Israël. Le groupe d'intervention de Roubaix confirme la facilité avec laquelle les propos antisémites peuvent s'exprimer, y compris dans des espaces sinon publics, du moins ouverts, même si à l'époque l'enquête tient à signaler que ces propos ne se prolongent pas par la moindre perspective d'un passage à l'acte, Ibidem, page 180. D'un point de vue local, il est lié à l'exclusion sociale et au racisme, à l'ethnicisation des relations, et surtout à la crise d'institutions républicaines comme l'école publique qui ne semble pas pouvoir contenir ce phénomène. Du point de vue de la continuité, l'enquête montre aussi que l'antisémitisme traditionnel d'extrême droite continue d'exister. Cet antisémitisme perçoit les Juifs comme un ennemi étranger à la nation la menaçant du dedans comme du dehors. En réponse aux thèses concernant la nouvelle judéophobie, Taguieff, 2002, Viviorca remarque que l'extrême gauche a pu prendre des positions où le conflit israélo-palestinien est analysé uniquement sous l'angle du combat du bien contre le mal, du faible contre le puissant, ce qui a favorisé parfois des rapprochements et des convergences avec l'islamisme politique susceptible selon certains acteurs de l'opinion de constituer un courant, l'islamo-progressisme. Mais au vu des analyses et des observations notamment à l'université, l'enquête conclut que l'extrême gauche et l'islamisme radical ne constituent pas pour autant un seul et unique même fleuve. Ibidem, page 438, porté par un projet politico-idéologique commun. Michel Viviorca conclut en constatant que l'absence de consensus sur la condamnation de l'antisémitisme comporte des risques quant à l'émergence du phénomène.
L'antisémitisme traditionnel serait favorisé par l'antisémitisme des banlieues, dans la mesure où il accélère l'érosion généralisée des tabous nés de la prise de conscience de ce que fut la barbarie nazie. L'antisémitisme des banlieues serait favorisé quant à lui par la difficulté qu'ont certains à le condamner sous prétexte qu'il ne vient plus de l'extrême droite mais de populations elles-mêmes victimes du racisme. Les sanctionner, les dénoncer semble plus délicat que lorsqu'il s'agit d'acteurs d'extrême droite. Ibidem, page 438. Enfin, la recherche montre également le rôle des acteurs institutionnels dans la prévention de l'antisémitisme et permet d'identifier quels peuvent être les moyens de faire évoluer les situations. Là où le travail social est efficace et actif, et où les institutions sont présentes et soucieuses de faire face aux difficultés sociales des habitants d'un quartier, le discours de la haine ne peut pas s'emballer comme c'est le cas lorsque les jeunes sont livrés à eux-mêmes ou abandonnés à des leaders religieux radicalisés. Ibidem, page 181. Une époque qui se lâche ? Plus largement, nous constatons qu'au cours de cette période, les opinions racistes et homophobes se banalisent et s'expriment plus aisément notamment par le biais des nouveaux médias numériques. En 2015, le rapport annuel de la CNCDH constate à ce sujet la libération de la parole, favorisant l'explicitation dans l'espace public des propos antisémites, racistes et intolérants qui restaient cantonnés aux franges les plus extrêmes de la population. Par exemple, Christiane Taubira, garde des Sceaux, est la cible de nombreux dérapages racistes à l'époque des polémiques soulevées par le projet de loi du mariage pour tous. Elle est comparée à un singe par une candidate du Front National, et traitée de guenon par des enfants devant leurs parents, lors d'une manifestation contre ce projet de loi qui se déroule à Angers, le 25 octobre 2012. Des personnalités politiques, appartenant au Parti républicain, s'autorisent des propos violents en public. Rappelons en juillet 2013, les propos du député-maire UDI de Cholet, Gilles Bourdelet, laissant échapper qu'Hitler n'avait peut-être pas tué assez de tziganes. Devant ce phénomène, l'historien P.A.P. Ndiaye considère que l'idée d'après-guerre selon laquelle la décolonisation, l'éducation, la connaissance du monde ou la fin de la pauvreté ferait reculer le racisme serait caduque. L'urgence, selon lui, est à la condamnation politique de ces propos et à leur pénalisation. Si on ne jugule pas immédiatement ce genre d'insultes, elles vont se banaliser. Certains lieux, comme les stades de football, où les insultes racistes envers des joueurs noirs sont courantes, jouissent déjà d'une certaine impunité, ce n'est pas admissible. Il préconise également l'édification citoyenne. Il faut continuer sans relâche à éduquer. Ainsi, la recherche portant sur les stratégies éducatives de professeurs enseignant la Shoah dans un contexte scolaire perturbé, fait écho à cette injonction. 2. Crispation mémorielle et identitaire. Revendication mémorielle, concurrence des mémoires et Shoah business. Durant cette période, on assiste également à l'expression d'une aspiration à la reconnaissance dans l'espace mémoriel, politique et institutionnel d'histoires traumatiques, traite transatlantique, histoire coloniale, guerre d'Algérie, auxquelles peuvent se sentir affiliées les populations des quartiers populaires descendant majoritairement de l'immigration postcoloniale, du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Ces revendications, qui semblent en partie inspirées par la dynamique mémorielle dont a bénéficié la mémoire de la Shoah depuis les années 1970, s'expriment sous la forme de la concurrence mémorielle, parfois de manière polémique. Ainsi, Olivier Pétré-Grenouillot, auteur des Traites négrières, 2004, est assigné en justice en septembre 2005 par le collectif des Antillais, Guyanais et Réunionnais, pour contestation de crimes contre l'humanité qui a été reconnu à la traite négrière par la loi du 21 mai 2001. Pétré-Grenouillot n'est pas directement attaqué pour son livre, mais pour avoir déclaré que l'esclavage n'est pas un génocide, le but des esclavagistes étant de préserver la main-d'œuvre servile, non de l'exterminer. Cette mise en cause du caractère génocidaire de l'esclavage en comparaison avec la Shoah relativise, selon les détracteurs de l'historien, le crime contre l'humanité que représentent les traites négrières. La plainte a été retirée en février 2006. L'épisode n'en reste pas moins emblématique du processus de concurrence des mémoires qui a fait irruption à cette époque dans le débat public français. En outre, ce processus a pu se dévoyer vers l'antisémitisme et l'affirmation à des fins polémiques de l'existence d'un Shoah business, véhiculé notamment par le site internet de Dieudonné.
À l'obsession antisémite traditionnelle d'un complot en vue de dominer le monde, ourdi par les Juifs, s'ajoute l'idée que la Shoah aurait été instrumentalisée par les Juifs pour servir des intérêts politiques et financiers. Dieudonné se serait largement inspiré de la vision complotiste et antisémite de Louis Farrakhan, dirigeant du groupe extrémiste noir américain, Nation of Islam. Les Juifs auraient été selon Farrakhan des acteurs majeurs de la traite occidentale. Le 16 février 2005, au cours d'une conférence de presse donnée à Alger, Dieudonné fulminait contre la pornographie mémorielle, qui aurait envahi les médias lors de la commémoration du 60e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Selon Dieudonné, le lobby sioniste cultiverait l'unicité de la souffrance, et les autorités sionistes du cinéma auraient fait pression pour empêcher la réalisation d'un film sur la traite des Noirs, alors qu'avec l'argent public on fait 150 films sur la Shoah. En décembre de la même année, un collectif d'historiens, de sociologues et de politiques manifeste son inquiétude devant ce glissement d'une demande justifiée de reconnaissance mémorielle vers l'antisémitisme. L'humoriste Dieudonné, dont l'audience pouvait jusqu'alors paraître circonscrite, semble dépasser désormais les frontières étroites du noyau proche qui le soutenait. Par glissements successifs, ce qui au départ était une revendication fondée de la mémoire de l'esclavage tente à devenir une machine infernale à énoncer des idées antisémites. Les crispations mémorielles, symptômes de la postcolonialité. Des historiens et sociologues ont ouvert une voie de recherche qui vise à mettre en lumière les traces laissées dans l'espace contemporain par le passé colonial. Selon cette perspective, l'émergence sur le devant de la scène des revendications mémorielles n'est pas un accident, n'est pas un hasard mais bien le symptôme d'un retour du refoulé, Bancel, Blanchard et Lemaire 2005, page 10. Ces tensions mémorielles constitueraient tout d'abord le symptôme de la longue occultation de la fracture coloniale. Il s'agirait d'une fracture idéologique constituée par le double discours paradoxal conjuguant les valeurs fondatrices de la République française et les transgressions récurrentes des droits de l'homme dans l'espace colonial, au nom de l'œuvre civilisatrice de la colonisation. Les auteurs se penchent sur les répercussions sociales de cet héritage colonial, dans la France contemporaine. D'une part, selon Pascal Blanchard, on n'a toujours pas décolonisé les imaginaires. Certains stéréotypes dévalorisants concernant les descendants des populations colonisées sont liés en partie à l'héritage d'un imaginaire colonial, lourd de représentations méprisantes qui continuent à influer dans les rapports sociaux contemporains. D'autre part, les descendants de l'ex-empire colonial français subiraient plus que d'autres pans de la population la relégation sociale. Françoise Vergès, dans le cadre d'une réflexion sur l'outre-mer, 2005, page 67, évoque le concept de citoyenneté paradoxale, c'est-à-dire d'une relation à l'État qui produit à la fois inclusion et exclusion, ibidem, page 73. Ainsi, l'espace scolaire contemporain serait un exemple significatif de ce séparatisme social. Les ségrégations scolaires et spatiales de plus en plus marquées que subissent les jeunes des quartiers sensibles participeraient à cette citoyenneté paradoxale. Les revendications identitaires et mémorielles seraient donc en lien avec les frustrations liées à la relégation sociale et scolaire des populations des quartiers populaires, descendant majoritairement de l'immigration postcoloniale. Michel Viviorca, 2005, page 415, signale la tendance de plus en plus marquée à l'ethnicisation des relations, dans les établissements scolaires situés en terrain sensible. Cette ethnicisation de la vie scolaire est à mettre en relation selon lui avec une affirmation identitaire liée à un sentiment de dévalorisation sociale. La mise en avant d'une identité, le jeu avec celle des autres institue alors des repères, dote les individus d'une intégrité culturelle à défaut d'une participation satisfaisante à la vie sociale. Le sociologue Didier Lapéronie relie quant à lui la frustration sociale et le racisme anti-juif de banlieue. Quand on écoute les gens tenir des propos antisémites, ils font leur portrait à l'envers. Les juifs sont puissants, je suis faible. Ils sont partout, je suis nulle part. Ils sont solidaires, je suis seul. Ils ont le droit de revendiquer leur identité, nous au contraire n'avons aucun droit, etc. Inutile de penser, comme l'a bien montré Sartre. Dès 1991, Benjamin Stora, dans La gangrène et l'oubli, faisait entendre que les silences entourant certains pans de l'histoire de la guerre d'Algérie, de part et d'autre de la Méditerranée, n'étaient pas sans répercussions possibles dans la société française contemporaine. En 2005,
l'historien analyse l'émergence de la concurrence intercommunautaire des mémoires, et relie tout d'abord ce phénomène à l'insuffisant travail de mémoire, jusqu'aux années 1990, sur la guerre d'Algérie et l'histoire coloniale qui se trouve en amont. Comme pour l'histoire de la Shoah, et malgré le travail accompli par les historiens depuis des décennies, un temps de latence aura donc été nécessaire pour que cet événement traumatique commence à s'inscrire dans le champ mémoriel en France. Benjamin Stora ajoute que la crise du modèle républicain français d'assimilation se cumulant à ce déficit de reconnaissance mémorielle et institutionnelle, aurait favorisé son instrumentalisation par les religieux, page 64, dans le but d'un affrontement mémoriel entre communautés juives et musulmanes possiblement aggravé par d'autres conflits comme le conflit israélo-palestinien. Il y aurait un transfert des responsabilités. L'autre communauté, l'autre mémoire, est rendue responsable des logiques étatiques d'abandon à la périphérie de la société, de groupes de population descendantes majoritairement des immigrations algériennes, maghrébines et plus généralement postcoloniales. Benjamin Stora et Alexis Djeni 2016 invitent aussi à réfléchir sur les conséquences possibles pour la société dans son ensemble, de ces rapports injustes à l'histoire collective qui risquent d'installer durablement des mémoires conflictuelles et dangereuses. Il est important selon les auteurs de penser les histoires de la traite, de la colonisation, de la guerre d'Algérie et celle de l'immigration, comme une part constitutive de la nation, de l'histoire française, Stora, Ibid, page 23, et non comme si ces histoires du Sud se tenaient encore dans les banlieues de l'histoire, en dehors de l'histoire nationale. Il est temps d'agrandir l'histoire de France, Djeni, Ibid, page 19, afin de sortir de cette crise identitaire et de résister à des courants extrémistes visant la séparation, la scission, le conflit. Réflexion et controverse sur l'omniprésence du devoir de mémoire dans la société française. Dans les années 1990, émerge une discussion sur les effets pervers possibles de l'omniprésence du devoir de mémoire dans la société, alors même que la mémoire de la Shoah est en voie d'institutionnalisation. Précédemment, Henri Rousseau, 1987, avait montré que la conscience collective du régime de Vichy était passée par 4 phases. Après la liquidation de la crise, clôturée par la deuxième loi d'amnistie d'août 1953, suit une phase d'occultation, d'amnésie officielle et de deuil silencieux jusqu'à la fin des années 60, puis s'ouvre une phase d'anamnèse et de retour du refoulé pendant les années 70. Enfin, une dernière phase caractérisée par l'hypermnésie et l'obsession mémorielle, période qui voit la question de Vichy, et plus encore celle de la Shoah, s'installer progressivement et durablement dans l'espace politique, dans la vie culturelle, dans l'activité judiciaire, sans oublier le champ intellectuel et scientifique. C'est avec Jean-Michel Chaumont qu'une réflexion critique sur les effets pervers possibles d'une mémoire saturée émerge. Dans l'ouvrage tiré de sa thèse, Chaumont, 1997, montre que la revendication de l'unicité de la Shoah correspondrait à une attente de reconnaissance des victimes juives de la Shoah, attente frustrée dans les années d'après-guerre. Les survivants de la Shoah auraient subi un processus de victimisation secondaire, analogue à celui que subissent d'autres catégories de victimes de violences, telles les victimes de viol. En effet, non seulement leur expérience spécifique en tant que juifs fut passée sous silence, mais aussi les victimes juives furent stigmatisées pour leur supposée passivité face aux nazis. Concomitamment, les déportés résistants étaient glorifiés. À partir des années 60, le stigmate est effacé et souvent inversé. Être un survivant de la Shoah devient une source de prestige. C'est la passivité du monde, et non pas la passivité des Juifs, qui devient coupable parce qu'il a abandonné les Juifs à leur sort. Le moyen de cette revalorisation spectaculaire aurait été, selon Chaumont, la revendication de la singularité absolue de la Shoah. Mais cette revendication engendrerait un effet pervers, la concurrence des victimes. D'où, depuis un quart de siècle, constate l'auteur, l'émergence de débats et de controverses. La réhabilitation morale des morts et des survivants se dégraderait en une lutte pour la distinction sociale, favorisée par un contexte général, où le statut de victime serait devenu une situation enviable. Chaumont rejoint ici Todorov en développant le thème de la dimension stratégique de la mémoire, et évoque la reconnaissance du statut de victime comme source de prestige, de pouvoir individuel ou collectif. De son côté, Todorov dénonce l'éloge inconditionnel de la mémoire, 2004 page 13. Selon l'auteur,
La mémoire doit s'ouvrir sur l'universel et servir de repère pour juger des événements du présent et nous rendre vigilants. Il ressort qu'il y aurait un abus de mémoire, dès lors que l'évocation du passé n'a pas de visée exemplaire, que le passé reste intransitif, c'est-à-dire qu'il ne conduit pas au-delà de lui-même. Todorov s'interroge également sur le privilège qu'octroierait le statut de victime au sein de la société. Les avantages acquis par le groupe des descendants de victimes n'ont pas besoin d'être matériels. La dette symbolique vis-à-vis du groupe leur assurerait un privilège moral et politique durable. En d'autres termes, abuser de la mémoire, ce serait convaincre de l'existence d'un préjudice afin d'obtenir un pouvoir, notamment symbolique. D'où la compétition effrénée pour obtenir la clause du groupe le plus défavorisé. Ibidem, page 57. Devoir de mémoire versus abus de mémoire, faut-il choisir un camp? S'interrogent Sarah Gainsbourger et Marie-Claire Lavabre, 2005. Les auteurs constatent que la dénonciation du devoir de mémoire, et d'une mémoire stratégique, en vue d'acquérir des privilèges même symboliques, est devenue un véritable paradigme de la réflexion sur la mémoire depuis les années 1990. Elles rendent compte du conflit entre ceux qui revendiquent un devoir de mémoire et ceux qui le dénoncent comme abus de la mémoire. Ibidem, page 1, et rappellent l'invitation de Paul Ricoeur à éviter ce trop-plein de passé et à rechercher une juste mémoire. Ibidem, page 2. En fait, selon Gainsbourger et Lavabre, les deux postures relèvent d'une même croyance en la manipulation possible de la mémoire collective. La notion d'abus de mémoire implique une critique d'une mémoire qui pourrait être commandée, instrumentalisée, manipulée. Or les auteurs rappellent la complexité de l'élaboration de la mémoire collective, se constituant entre autres dans l'entremêlement d'une mémoire spontanée et d'une mémoire obligée. Elle constate également que l'usage de la mémoire pour la rendre exemplaire, Todorov, 1995, affirme tout autant la croyance dans la possibilité d'influencer la mémoire collective. Chapitre 2. Le contexte scolaire et institutionnel de la recherche. Quelle résonance de ce contexte sociétal perturbé a-t-on pu observer dans l'espace scolaire, notamment pendant le cours sur la Shoah? S'il n'existe pas de résultats de recherches universitaires portant précisément sur l'enseignement de la Shoah et ses difficultés, des signes de l'émergence d'une préoccupation professionnelle concernant ces perturbations sont perceptibles. D'un point de vue institutionnel, l'analyse rigoureuse des programmes et de leur évolution permet de cerner la place effective accordée dans le curriculum à cet objet d'enseignement, et de clarifier débats et controverses récurrents durant le temps de la recherche sur la saturation présumée des élèves par l'enseignement de la Shoah durant leur scolarité. 1. Les résonances dans l'espace scolaire d'un contexte sociétal perturbé. Les résonances dans l'espace scolaire de ces crispations sociétales où s'entremêlent les manifestations d'un nouvel antisémitisme, de la concurrence des mémoires et des victimes sur fond de frustration sociale et de revendications identitaires sont difficilement mesurables d'un point de vue quantitatif. Toutefois, certains indices font signe de l'existence de difficultés dont témoigne tout d'abord, durant le temps de l'enquête, la parution régulière d'articles dans la presse d'opinion et la presse spécialisée. L'émergence d'une préoccupation professionnelle. Des initiatives sont prises dans le champ professionnel dès le début des années 2000. Un groupe de travail et d'expertise est créé au sein de l'LNRP sur les sujets controversés de l'histoire européenne dont la Shoah. Un rapport de recherche paraît, Corbel et Falaise, 2003. Ce dernier se donne pour objectif de s'intéresser aux récits d'événements de vie de classe, afin d'approcher les pratiques permettant d'enseigner certaines questions d'histoire sensibles. La guerre d'Algérie et la Shoah sont choisis comme des exemples significatifs de ces enseignements où les questions d'histoire, de mémoire et d'identité s'entremêlent et peuvent créer des situations pédagogiques difficiles à gérer. Concernant le débat sur les manifestations d'antisémitisme scolaire existant dans le champ professionnel au moment de l'enquête, le rapport qui reconnaît être partie prenante de ce débat, Ibidem, page 3, ne confirme pas les constats inquiets du recueil de témoignages de Brenner. Pour autant, des difficultés de plusieurs ordres sont signalées, sentiment de saturation, concurrence mémorielle et victimaire avec convocation du conflit israélo-palestinien, antisémitisme. Mais selon le rapport, ces derniers rejets, violence des réactions, contestations, ne sont pas généralisés, même au sein des classes sensibles,
Et les témoignages recueillis ont fait apparaître une république scolaire qui continue de pouvoir faire classe sur la destruction des Juifs d'Europe. Ibidem, page 53. Les résultats d'une enquête par questionnaire réalisée par l'Association des professeurs d'histoire-géographie, APHG, 2003, paraissent, suite aux incidents et aux manifestations d'antisémitisme survenues dans certains établissements et relayées par la presse à cette époque. 4 enseignements suscitent des situations de tension dans 15% des établissements recensés. Le fait religieux, la Seconde Guerre mondiale, en particulier la Shoah, le conflit israélo-palestinien, la guerre d'Algérie. Concernant l'antisémitisme scolaire, le rapport en signale des manifestations multiples. Les enseignants disent pouvoir apaiser ces tensions même s'ils reconnaissent qu'elles rendent le cours pénible et à la longue épuisant. Pour cela, un savoir sûr, précis, rigoureux, s'appuyant sur l'état de la question le plus à jour semble indispensable. D'où la demande affirmée d'une formation initiale et continue disciplinaire sur ces sujets sensibles. La cohésion des équipes pédagogiques apparaît aussi primordiale aux professeurs, qui se sentent souvent isolés lorsqu'ils sont confrontés à ces incidents et ne sont pas soutenus par certains chefs d'établissement frileux. Les territoires perdus de la République, Brenner 2002, un livre symptôme. La parution en 2002 d'un livre de témoignages d'enseignants exerçant dans des quartiers populaires provoque un malaise et une controverse parfois virulente dans le débat public et le monde professionnel. Les professeurs travaillant dans des établissements sensibles témoignent de difficultés importantes auxquelles ils sont confrontés depuis une dizaine d'années et dénoncent des situations qu'ils vivent sur fond d'antisémitisme, de sexisme et d'homophobie décomplexée. Cette évolution perturberait les cours et notamment ceux sur la Shoah. Les valeurs de la République vacilleraient dans ces territoires perdus, face à des enseignants qui se disent désarmés et isolés pour les défendre. La parution de cet ouvrage suscite des réactions fortement hostiles. L'article de Philippe Bernard est représentatif de ces vives critiques. Il estime que les dérapages dénoncés dans ce qu'il nomme un pamphlet n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques, suggère de ce fait une exagération du phénomène et s'inquiète de la stigmatisation des élèves d'origine maghrébine. Dans le champ professionnel, Sophie Ernst, 2008, pointe l'absence de méthode scientifique et l'impossibilité de faire de ces témoignages une preuve de la réalité de l'antisémitisme scolaire. La juxtaposition de témoignages catastrophiques créerait selon elle une amplification du phénomène dénoncé. Michel Viviorca, 2005, page 37, note que l'ouvrage ne retient pour sa démonstration que ce qui peut illustrer sa thèse, ce qui, tout en étant impressionnant, ne permet pas de prendre la mesure du mal qu'il décrit. Nous avons repéré que les auteurs de ces témoignages ne nient pas ce parti pris, dont le but était de révéler un phénomène émerge insuffisamment pris en compte à l'époque selon eux. Barbara Lefebvre, un des co-auteurs non anonymes du livre, confirme ce positionnement. C'est vrai qu'il y a un effet d'accumulation. Mais on nomme les choses. Il s'agit de zones géographiques précises, d'un profil d'élèves défini, en l'occurrence d'une minorité de Maghrébins qui tient en otage l'intégration des musulmans en favorisant le communautarisme. Notre parti pris, ça a été de taper un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.